Sur le pas de la porte d'une chambre, un père découvre sa femme, une cruche vide à la main, et sa fillette de 7 ans à terre, couverte de lait, tout son corps agité de frissons. « Tu vas apprendre à ne pas gâcher la nourriture, petite pleurnicharde », assène la marâtre en la regardant de haut. La révélation que cet entrepreneur a eue face à cette scène a bouleversé sa vie à tout jamais. Avant de poursuivre, dites-nous d'où vous nous suivez et n'oubliez pas d'aimer la vidéo. La berline noire de fabrication française glissa jusqu'à l'arrêt devant la vaste maison de campagne provençale, alors que la lumière déclinante du jour drapait d'une chaude couleur orangée les haussiers près du jardin. Nicolas Dubois sortit de la voiture, sentant le poids écrasant de la fatigue s'accrocher à lui tel un manteau de plomb. 3 semaines en Asie, à jongler avec des contrats valant des millions d'euros, l'avait vidé de toute son énergie, ne laissant qu'une lassitude qui semblait avoir pénétré jusqu'à la moelle de ses os. Le parfum enivrant des glycines en fleurs se répandait dans l'air encore doux de la fin de journée, se mêlant à une délicate odeur de crêpes fraîchement préparées provenant d'une propriété voisine. Cette senteur d'enfance contrastait brutalement avec son agitation intérieure. Il relâcha sa cravate de soie tandis que le cuir de ses souliers italiens crissait sur l'allée de gravier importé. La grande porte d'entrée était juste entr'ouverte. Nicolas plissa les yeux, troublé. Valérie, sa femme, était d'une intransigeance absolue concernant la sécurité de leur domaine. Le silence qui régnait à l'intérieur lui parut anormal, oppressant, comme si chaque particule d'air était suspendue. Il déposa son porte-documents près de la console du hall d'entrée, sur laquelle trônait un vase en porcelaine de Limoges garni d'un arrangement impeccable d'orchidées blanches, reflet de l'obsession de Valérie pour la perfection. Le son de ses pas se répercuta sur le sol en marbre de Carrare alors qu'il avançait dans la demeure. C'est à cet instant qu'il perçut un sanglot. Faible, étouffé, provenant de la direction de la cuisine. Le cœur de Nicolas se mit à battre plus fort, une angoisse indéfinissable l'envahissant tandis qu'il pressait le pas. En passant le seuil de la salle à manger, il se figea. La vision qui s'offrit à lui était celle d'un cauchemar éveillé. Sa fille, Manon, à peine âgée de 7 ans, était agenouillée sur le carrelage de la cuisine. Ses cheveux bruns, d'ordinaire tressés avec soin, pendaient en mèches désordonnées sur son visage. Valérie se tenait au-dessus d'elle, une brique de lait à la main. « Mais qu'est-ce qui se passe ici ?» La voix de Nicolas claqua, plus dure qu'il ne l'aurait souhaité, et ricocha sur les surfaces en granit poli. Avec une expression de surprise feinte, Valérie se retourna vers lui. La brique de lait laissait encore échapper quelques gouttes sur la petite robe trempée de Manon. Les yeux de l'enfant, immenses et sombres, hérités de sa mère décédée, se posèrent sur Nicolas, emplis d'une peur panique mais aussi d'une lueur d'espoir insensé. Sa lèvre inférieure tremblait, mais aucun son ne franchit ses lèvres. « Nicolas, mon chéri, tu m'as fait une de ces peurs. » D'un geste faussement décontracté, Valérie déposa la brique de lait sur l'îlot en marbre. Sa propre robe de couturier, d'un blanc cassé, était immaculée. « On ne t'attendait pas avant demain. Tu aurais pu prévenir. » J'ai demandé ce qui se passe, répéta-t-il, s'approchant de Manon qui se tassa un peu plus sur elle-même. L'odeur acide du lait caillé flottait dans l'air. Oh, ça! Le rire de Valérie fusa, un son cristallin qui avait charmé toute l'élite française lors de galas de bienfaisance. Manon a juste eu un petit accident. Elle s'amusait avec le lait et s'est tout renversé dessus. Tu sais ce que c'est, les enfants sont si gauches. Je lui expliquai simplement que le gaspillage a des conséquences. Nicolas dévisagea sa fille. Les larmes avaient tracé des chemins clairs sur ses joues, mais son visage était blême. Il remarqua une pâleur inhabituelle sur sa peau, et une maigreur alarmante de ses petits bras. Manon. C'est la vérité ? La petite ouvrit la bouche, mais Valérie s'interposa prestement entre eux, avec l'aisance de celle qui maîtrise chaque situation. Chérie, tu dois être exténuée par ton voyage. Laisse-moi gérer. Va donc prendre une bonne douche. Le dîner sera prêt d'ici 1 heure. J'ai fait ton plat préféré, un bœuf bourguignon, pour célébrer ton retour. Mais Nicolas ne bougea pas d'un pouce. Il y avait quelque chose dans le regard de Manon, dans sa façon de se blottir contre les armoires de la cuisine, qui actionna un signal d'alarme dans son esprit, un signal que des années de transactions à haut risque lui avaient appris à ne jamais prendre à la légère. Il s'agenouilla près d'elle, sans se soucier de la flaque de lait qui imprégnait le tissu de son pantalon Hugo Boss. « Manon, regarde-moi. Tu vas bien ?» Elle acquiesça vivement, trop vivement, ses yeux faisant un aller-retour rapide vers Valérie avant de se poser à nouveau sur lui. « Oui papa,
un accident. Pardon. Sa voix n'était qu'un souffle éraillé, celui de quelqu'un qui a trop pleuré. Nicolas avança la main pour toucher son épaule, mais Manon eut un mouvement de recul involontaire. Ce geste infime, presque invisible, le frappa en plein plexus. Sa propre fille le craignait. Ou craignait quelque chose. « Viens, on va te nettoyer. » Il voulut la soulever, mais Valérie était déjà là. Ses doigts à la manucure parfaite se refermèrent sur le bras de Manon, une poigne qui tenait plus de la mise en garde que de l'aide. « Je m'en charge, mon amour. Repose-toi. Tu as tellement travaillé. » Les yeux verts de Valérie, un artifice de lentilles de contact coûteuses, fixèrent les siens. Il y avait dans ce regard une froideur calculatrice qu'il n'avait jamais vue, ou qu'il avait refusé de voir jusqu'à présent. Lentement, Nicolas se releva, sentant soudain le poids de ses 3 semaines d'absence, et de tous les mois, toutes les années de voyage qu'il avait fait passer avant sa vie de famille. « Je veux qu'on parle, une fois que Manon sera couchée. » Évidemment, sourit Valérie. Le sourire des couvertures de magazines People, des cocktails de charité, des loges des grands clubs parisiens. Nous avons tant à nous dire. Il la regarda emmener Manon hors de la pièce, la main de la femme enserrant le frêle bras de l'enfant comme un étau précieux. Manon jeta un regard en arrière, ses yeux rencontrant ceux de son père durant une seconde qui sembla durer une éternité. Une prière muette brillait dans ses pupilles, un appel au secours que Nicolas ne comprit que bien plus tard, lorsqu'elles eurent disparu dans le couloir feutré. Il se retrouva seul dans la cuisine luxueuse, entouré d'électroménagers allemands et de marbres italiens, l'odeur de lait tourné lui piquant la gorge. Ses mains tremblaient un peu alors qu'il sortait son téléphone. L'écran listait 14 appels en absence de son bureau, 22 emails non lus, 3 messages de partenaires d'affaires. Tout cela lui parut soudain dérisoire. Il se réfugia dans son bureau, une pièce aux murs couverts de boiseries d'acajou, offrant une vue sur le jardin et sa fontaine au murmure apaisant. Les diplômes encadrés, les trophées d'entreprise sous verre, les photos avec des ministres et des PDG, tout cela lui semblait être une vaste mascarade. Il avait érigé un empire technologique, mais avait été incapable de voir le drame qui se jouait sous son propre toit. Il alluma son ordinateur pour accéder au système de vidéosurveillance de la propriété. Valérie avait insisté pour installer le système le plus sophistiqué, prétextant la protection de leur train de vie. Nicolas avait donné son accord sans y penser, persuadé que sa femme, cette organisatrice de galas de charité, cette icône d'élégance et de philanthropie, saurait ce qui était le mieux pour eux. Mais en essayant d'accéder aux enregistrements des dernières semaines, un message d'erreur s'afficha. Le système avait été désactivé manuellement. Il y a 2 semaines. Nicolas sentit un froid le saisir. Désactivé, juste après son départ pour l'Asie. Tu cherchais quelque chose ? La voix de Valérie le fit tressaillir. Elle se tenait sur le seuil, changée, portant désormais un cafetan de soie turquoise, ses cheveux platine coiffés en un chignon élégant. Son maquillage était frais. Elle était parfaite, comme toujours. Les caméras sont hors service. Ah, ça. Oui, il y a eu un souci technique. J'ai contacté la société de maintenance, mais tu sais comment elles sont en France. Il tarde à intervenir. Valérie haussa les épaules avec une nonchalance feinte. Pourquoi ? Un problème ? Nicolas se cala dans son fauteuil en cuir, observant cette femme qui partageait sa vie depuis 3 ans. Leur rencontre avait eu lieu à une vente aux enchères caritatives à Biarritz. Veuve d'un industriel de second rang, elle était éblouissante, pleine d'esprit, son rire était contagieux. Elle avait juré d'aimer Manon comme sa propre chair. Il avait voulu la croire. Il en avait eu un besoin viscéral. Valérie, dis-moi la vérité sur ce qui s'est passé dans la cuisine. Elle laissa échapper un soupir et s'approcha de son bureau. Elle s'assit sur le coin, croisant les jambes avec une grâce répétée 1000 fois. Nicolas, mon amour, je comprends ton inquiétude. Tu es un père formidable, mais Manon traverse une phase difficile. Elle a besoin d'un cadre, de discipline. Tu ne peux pas céder à tous ses caprices. De la discipline ? Tu as vidé une brique de lait sur une enfant de 7 ans. Je lui inculquais le respect de la nourriture, rétorqua Valérie, sa voix se durcissant imperceptiblement. Manon est devenue très capricieuse. Des colères, une opposition constante. En ton absence, c'est à moi de gérer ça. Tu imagines que c'est simple ?
Elle était pétrifiée. Elle avait honte que tu la vois comme ça. Valérie se pencha vers lui, son parfum de luxe, un mélange de jasmin et de vanille, l'enveloppant. Mon amour, je sais que tu es surmené. Tu es stressé. Tu as peut-être surinterprété la scène. Manon jouait, elle s'est salie, je la grondais. C'est le quotidien de toutes les familles. Il voulut la croire. Une partie de lui, celle qui aspirait à la paix et à la normalité, était prête à accepter cette version. Mais le souvenir de Manon se recroquevillant, de son regard suppliant, était trop puissant pour être ignoré. Je veux parler à Manon. Elle dort. La pauvre est épuisée. Valérie se leva, le tissu de son cafetan ondoyant. Laisse-la tranquille. Tu lui parleras demain. Viens plutôt dîner. J'ai fait ton plat favori, tu te souviens? Mais Nicolas était déjà sorti du bureau, gravissant les escaliers vers la chambre de Manon. Le couloir était plongé dans la pénombre, faiblement éclairé par des veilleuses qui dessinaient des ombres dansantes sur les tableaux anciens. La porte de la chambre de sa fille était close. Il frappa. Manon? Tu dors? Un silence. Puis, un murmure presque inaudible. Non. Il poussa la porte. La pièce était obscure, hormis la douce lueur d'une lampe en forme de lune. Manon était levée dans son lit, ses cheveux encore mouillés, vêtue d'un pyjama qui flottait sur son corps frêle. Elle serrait un carnet à dessin contre sa poitrine, comme s'il s'agissait d'un bouclier. Il s'assit au bord du lit, avec des gestes lents pour ne pas l'effrayer. Manon, il faut que tu me dises ce qui s'est passé. Elle gardait les yeux baissés, ses doigts crispés sur le carnet. C'était un accident, comme Valérie a dit. Regarde-moi, mon trésor. Il attendit que ses yeux sombres, le miroir de ceux de Caroline, sa première épouse, se lèvent vers lui. Tu ne risques rien. Je veux seulement comprendre. Manon se mordit la lèvre, ce tic nerveux qu'elle avait quand elle luttait contre les larmes. Je ne voulais plus boire de lait. J'avais mal au ventre mais Valérie a dit que je devais tout finir. Sinon quoi? La fillette se tut brusquement, ses yeux fuyant vers la porte avec une terreur palpable. Rien c'est pas grave, c'était un accident. Une étreinte douloureuse serra le cœur de Nicolas. Il tendit la main, hésita, puis la posa délicatement sur ses cheveux humides. Cette fois, elle ne recula pas. Au contraire, elle s'inclina légèrement vers sa main, comme une fleur cherchant le soleil. Je suis là. Les mots lui échappèrent, mais il en mesura toute la portée. Manon le fixa, avec une expression trop grave, trop fatiguée pour son âge. Pour combien de temps? La question le transperça. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu repars bientôt, c'est ça? Il n'y avait aucun reproche dans sa voix, juste une acceptation lasse. Nicolas n'avait rien à répondre. Un voyage à Sao Paulo était prévu la semaine suivante, un autre à Miami dans la foulée. Son agenda était bouclé pour des mois. Mais face au visage pâle de sa fille, quelque chose bascula en lui. Je ne pars pas. Pas maintenant. Promis. Le mot était si ténu, si fragile. Promis. Il se pencha pour l'embrasser sur le front. Elle sentait le shampoing à la camomille et une autre odeur, indéfinissable, qui lui nouait l'estomac. L'odeur de la peur. Je peux regarder tes dessins? Elle serra plus fort son carnet. Ils ne sont pas finis. Peu importe. J'aimerais beaucoup les voir. Il crut qu'elle allait refuser, mais lentement, elle lui tendit le carnet. Les pages étaient couvertes de dessins au crayon de couleur, pour la plupart sombres et angoissants. Une immense maison aux fenêtres comme des orbites vides, une petite fille seule dans une pièce, une grande silhouette blonde au sourire grimaçant. Sur une page, Manon avait dessiné une cage, mais à l'intérieur, ce n'était pas un oiseau, c'était une petite fille. Le trait était maladroit, mais l'émotion était d'une clarté brutale. Il tourna les pages, les mains moites, chaque dessin étant une pièce du puzzle d'une vérité qu'il avait refusé de voir. Ils sont magnifiques, dit-il d'une voix enrouée. Tu es une véritable artiste. Valérie dit que c'est stupide, murmura-t-elle. Elle dit que seuls les fainéants dessinent au lieu d'apprendre leurs leçons. C'est faux. Il referma le carnet avec une infinie précaution, comme s'il tenait un trésor. Ce qui était le cas. Dessiner,
C'est ta façon de parler. C'est très important. Elle le regarda avec une intensité qui le toucha au cœur. Tu es vraiment là, papa? Ou c'est un rêve et quand je me réveillerai, tu seras parti? La question le heurta de plein fouet. Il l'attira contre lui, choqué par sa maigreur. Il pouvait sentir ses côtes sous le tissu du pyjama. Je suis là. Et cette fois, je reste jusqu'à ce que tout aille mieux. Je te le jure. Elle s'agrippa à lui, son petit corps parcouru d'un léger tremblement. Elle ne pleurait pas. Elle avait dû apprendre à économiser ses larmes. Il la berça doucement, lui chantonnant une vieille berceuse que sa mère lui chantait autrefois, tandis que les ombres s'étiraient dans la chambre et que la lune en plastique diffusait sa lueur blafarde. Quand il la recoucha et quitta la chambre, Valérie l'attendait. Bras croisés, visage impassible, mais un éclat glacial dans le regard. C'est fini, ce numéro? Le dîner est froid. Je n'ai pas faim. Il la contourna pour rejoindre la chambre parentale. Il devait réfléchir, analyser ce qu'il venait de voir, ce que son instinct lui criait. Mais elle le suivit, sa voix devenant doucereuse, menaçante. Nicolas, je sais ce que tu imagines, mais tu te fais des idées. J'adore cet enfant. Je prends soin d'elle comme de la prunelle de mes yeux depuis la mort de sa mère. Tu te souviens comment elle était avant moi? Renfermée, craintive. Elle avait besoin d'une mère. Il s'arrêta sur le seuil. Manon a trop maigri. Elle est difficile à table. C'est l'âge. Elle s'approcha, posa une main sur son bras. Chérie, est-ce que ta culpabilité d'être un père absent te fait perdre tout discernement? Manon va très bien. Elle a la meilleure école, les meilleurs professeurs. Elle a tout ce qu'elle peut désirer. Elle traverse une phase. Une phase qui justifie de lui jeter du lait à la figure? Le visage de Valérie se crispa une seconde, avant de reprendre son masque de douceur. C'était une méthode maladroite, je le reconnais. J'ai cédé à la frustration. Ça n'arrivera plus. D'accord? Tirons un trait là-dessus et passons à autre chose. Il sonda son visage, y cherchant une trace de sincérité, mais ne vit que le masque parfait d'une manipulatrice experte. Je dors dans le bureau. J'ai besoin d'être seul. Si tu veux. Elle haussa les épaules avec une indifférence calculée. Mais tu commets une grave erreur, Nicolas. Tu es en train de détruire notre famille sur un simple quiproquo. Il ne répondit pas. Il redescendit, prit son ordinateur et s'enferma. Il passa les heures suivantes à tenter de travailler, de répondre à ses mails, de se concentrer sur les dossiers urgents. Mais son esprit revenait sans cesse au dessin de Manon, à son mouvement de recul, à la panique dans ses yeux. À 3 heures du matin, il se rendit à l'évidence, il ne trouverait pas le sommeil. Il se fit un café dans la cuisine silencieuse, là où quelques heures plus tôt, son monde avait basculé. La tache de lait avait disparu. Le sol était impeccable sous les spots LED, comme si de rien n'était. Il s'installa à la grande table de la salle à manger, son visage las se reflétant dans le plateau de verre. Il prit son téléphone et se mit à chercher. Maltraitance infantile. Signe de violence psychologique. Négligence. Les mots défilaient sur l'écran, chaque article lui révélant une vérité qu'il avait superbement ignorée. Les enfants victimes deviennent souvent introvertis. Ils maigrissent, développent une peur de certains adultes, sursautent au moindre contact physique. Son café devint froid. À l'aube, alors que les premières lueurs grises filtraient à travers les baies vitrées, Nicolas Dubois prit une résolution. Était-il fou? Exagérait-il? Sa culpabilité de père absent lui jouait-elle des tours? Peu importait. Son instinct, celui-là même qui lui avait permis de bâtir une fortune, lui hurlait que sa fille était en danger. Et cette fois, il allait l'écouter. Il composa le numéro qu'un de ses associés lui avait donné des années plus tôt, pour une aide juridique discrète. La voix à l'autre bout du fil était posée, professionnelle. Cabinet Leroy et Associés, bonjour. Je dois parler à Maître Leroy. C'est une urgence. Le sujet est une affaire de garde d'enfants. Il y eut un court silence. Puis-je avoir votre nom? Nicolas Dubois. Il perçut une légère inflexion dans la voix de son interlocutrice. Son nom était connu à Lyon et bien au-delà.
Dites-lui que c'est au sujet de ma fille. Dites-lui que je la crois en danger. La réponse fut rapide. Maître le roi peut vous recevoir aujourd'hui à 10 heures. Est-ce que cela vous convient? C'est parfait. Il raccrocha et leva les yeux vers le plafond, imaginant Manon endormie, serrant contre elle ce carnet de dessins qui disait tout ce qu'elle ne pouvait verbaliser. Le soleil se levait sur la campagne provençale, baignant de lumière les somptueuses demeures des nantis, des puissants, derrière lesquels se cachaient des secrets que ni l'argent ni la réputation ne pouvaient effacer. Et dans l'une de ces demeures, un père absent ouvrait enfin les yeux sur une réalité qu'il avait trop longtemps fui. Maître Stéphane Leroy était la cinquantaine élégante, cheveux grisonnants impeccablement coiffés, costume bleu marine sur mesure, et la réputation d'être l'un des ténors du barreau de Lyon en droit de la famille. Son cabinet, rue de la République, donnait sur la place Bellecour. Les murs étaient couverts de diplômes d'universités prestigieuses. Nicolas s'installa face à l'imposant bureau en acajou pendant que l'avocat examinait les documents qu'il avait apportés, notamment les photos des dessins de Manon. Le silence s'installa, seulement troublé par le tic-tac d'une pendule ancienne. Finalement, le roi releva la tête. « Monsieur Dubois, je comprends votre désarroi. Toutefois, en toute franchise, ce que vous me décrivez, bien que troublant, est insuffisant pour monter un dossier de garde solide. » Insuffisant? La frustration étrangla Nicolas. Elle a humilié ma fille, elle la terrorise. C'est un incident isolé. Le roi ôta ses lunettes, les essuyant avec un carré de soie. Une méthode éducative, certes contestable, mais votre épouse jouit d'une réputation sans faille. Valérie Mercier est une philanthrope reconnue, une bienfaitrice. Elle organise des levées de fonds pour des orphelinats, elle est marraine de plusieurs associations. Un juge considérera cela en premier lieu. Quant aux dessins, ils sont inquiétants, j'en conviens, mais ils restent subjectifs. L'avocat de la partie adverse plaidera l'imagination fertile d'une enfant. Le roi se pencha en avant, croisant les doigts sur son bureau. Monsieur Dubois, vous m'avez engagé pour ma franchise. Il vous faut des preuves tangibles, irréfutables. Des témoignages de tiers, des rapports médicaux. Sans cela, notre démarche sera interprétée comme la vengeance d'un mari rongé par la culpabilité de ses absences. Ces mots furent comme des coups. Que dois-je faire, alors? Tout documenter. Dès maintenant. Emmenez votre fille consulter un pédiatre, demandez un bilan complet. S'il y a des signes de malnutrition ou de négligence, ces rapports seront capitaux. Trouvez des témoins, le personnel de maison, ses professeurs, des voisins. N'importe qui ayant pu observer quelque chose. L'avocat se renversa dans son fauteuil. Et surtout, ne la confrontez pas. Si elle se doute que vous enquêtez, elle effacera toutes les traces. Pire, elle pourrait vous attaquer la première, en prétendant que le problème vient de vous. Vous me demandez de prétendre que tout va bien alors que ma fille souffre? Je vous demande d'être un stratège. La voix de Leroy était ferme, mais pas sans compassion. Je sais que c'est une épreuve, mais si votre but est de protéger votre fille, vous devez le faire de manière à ce que votre dossier soit inattaquable devant la justice. Le système juridique français est très strict sur la charge de la preuve. Nicolas se passa les mains sur le visage. L'épuisement le gagnait, mais sous la fatigue, une nouvelle détermination s'éveillait. Si nous trouvons des preuves, combien de temps cela prendra-t-il? En cas de danger immédiat, nous pouvons demander une ordonnance de protection en référé, une garde provisoire. Mais là encore, il faut du solide. Le roi sortit une carte de visite de son tiroir. Voici le contact d'une assistante sociale spécialisée dans les cas complexes. Sandrine Bernard. Elle est discrète, efficace. Elle peut réaliser une évaluation de votre environnement familial et de votre fille. Son rapport aura un poids considérable. Nicolas prit la carte. Le carton semblait peser une tonne. Combien de temps cela peut-il prendre? Tout dépend de la rapidité avec laquelle nous réunirons les preuves, et du niveau de danger réel. Le roi le fixa droit dans les yeux. Monsieur Dubois, une dernière question, et elle est cruciale. Êtes-vous prêt à affronter la suite? Car une fois la procédure lancée, votre femme se défendra. Et avec sa réputation, ses relations, elle utilisera tous les moyens. Cela pourrait anéantir votre image publique, votre entreprise, votre vie. Êtes-vous prêt à en payer le prix?
Il revit le visage de Manon, ses yeux effrayés, son carnet de dessins sombre, son corps se recroquevillant à son approche. Pour ma fille, je suis prêt à tout payer. Très bien. Le roi hocha la tête, approbateur. Alors, au travail. Appelez l'assistante sociale sans tarder. Prenez rendez-vous chez le pédiatre. Et soyez vigilants. Au moindre faux pas de votre femme, documentez. Enregistrement, photo, tout est bon à prendre. Nicolas quitta le cabinet d'avocat, le poids du monde sur les épaules. La ville s'agitait autour de lui. Le trafic de la rue de la République, les vendeurs à la sauvette, les cadres pressés. La vie suivait son cours, alors que la sienne implosait. Il appela Sandrine Bernard depuis sa voiture. Sa voix était chaleureuse, posée, celle qu'on imagine pour une professionnelle habituée aux enfants en détresse. « Monsieur Dubois, Maître Leroy m'a prévenu de votre appel. En quoi puis-je vous aider ?» Il lui exposa la situation, pesant chaque mot, conscient qu'il venait d'enclencher un mécanisme irréversible. À la fin de son récit, un silence se fit. « Je vois. » La voix de Sandrine s'était faite plus grave, plus professionnelle. Ce que vous décrivez correspond à des signaux d'alerte classiques de violence psychologique et de possible négligence. Je dois rencontrer votre fille au plus vite. De préférence dans un lieu neutre où elle se sentira en sécurité, loin de votre épouse. Je peux l'emmener au parc demain après-midi. Valérie participe à un gala de charité, elle sera absente. C'est parfait. Au parc de la Tête d'Or à Lyon, près du lac. 15 heures. Je me présenterai avec ma carte professionnelle. Et monsieur Dubois, il est impératif que votre fille ne se sente pas interrogée. Je dois gagner sa confiance. Le soir même, le dîner avec Valérie et Manon se déroula dans un silence glacial. La table était dressée avec un luxe ostentatoire, porcelaine fine et argenterie. Valérie avait préparé un bœuf bourguignon dont les arômes emplissaient la pièce. Manon piquait dans son assiette sans conviction. « Mange, Manon, je t'en prie. » La voix de Valérie était mielleuse, mais l'ordre était clair. « Ton père est avec nous ce soir, c'est une fête, non ?» La fillette obéit, mâchant une bouchée sans conviction. Nicolas constata qu'elle ne quittait des yeux ni lui, ni Valérie, tel un animal aux aguets. « Je me disais, » lança Nicolas d'un ton neutre, « on pourrait passer la journée ensemble demain, Manon. Juste toi et moi. Ça fait si longtemps. » Une étincelle brilla dans les yeux de Manon, aussitôt éteinte par un regard vers Valérie. Celle-ci sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. C'est une idée charmante. Mais Manon a son cours de piano, puis son répétiteur de maths. Son éducation passe avant tout. Un jour d'absence ne changera rien. Ce n'est pas un bon précédent à créer. Valérie prit son verre de vin, ses doigts fins enlaçant le cristal. Les enfants ont besoin d'un cadre, de routine. Tu le sais bien. La tension était palpable. Je suis son père. Je crois avoir le droit de décider de passer du temps avec elle. L'atmosphère s'alourdit. Valérie reposa son verre, un petit bruit sec et définitif. Bien sûr que tu le peux. Je ne fais que te rappeler nos engagements communs. Mais si tu y tiens. J'y tiens. Elle haussa les épaules avec une grâce affectée. Alors, sois. N'est-ce pas merveilleux, Manon? Tu vas avoir ton père pour toi toute seule. Mais Manon n'avait pas l'air ravie. Elle avait l'air terrifiée. Ses doigts étaient crispés sur sa fourchette. Nicolas dut se retenir d'intervenir. Il devait être patient. Stratégique. Après le dîner, Valérie s'éclipsa pour préparer sa soirée du lendemain. Nicolas accompagna Manon à sa chambre. Arrivée devant sa porte, elle s'arrêta. « Papa, je peux te demander quelque chose? » « Tout ce que tu veux, ma chérie. »« Pourquoi tu veux passer du temps avec moi, maintenant ?» Sa voix était si faible qu'il dut se pencher. « Avant, tu avais toujours du travail. » La question le poignarda. Il s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Tu as raison. J'avais trop de travail. J'ai eu tort, et je le regrette profondément. Mais ça va changer. Je suis là, maintenant. » Manon le dévisagea avec ses yeux trop graves. Puis, lentement, elle se jeta dans ses bras.
C'était une étreinte timide, presque craintive, comme si elle s'attendait à être repoussée. Il la serra contre lui, sentant son corps frêle trembler, et se jura de la protéger, quoi qu'il en coûte. Le lendemain, il emmena Manon au parc de la Tête d'Or. Le parc était plein de familles, d'enfants courant entre les platanes, de vendeurs de barbe à papa et de ballons. Ils s'installèrent sur un banc près du lac. Sandrine Bernard arriva à l'heure convenue. C'était une femme d'âge mûr, aux cheveux bruns sagement coiffés et au regard doux derrière ses lunettes. Elle était vêtue simplement, d'un jean et d'un chemisier, pour ne pas impressionner l'enfant. Elle se présenta avec un sourire bienveillant. « Bonjour Manon. Je m'appelle Sandrine. Ton papa m'a dit que tu étais une grande dessinatrice. » Manon acquiesça timidement, se réfugiant contre son père. Sandrine s'assit dans l'herbe en face d'eux et sortit un carnet et des crayons de couleur de son sac. « Ça te dirait qu'on dessine ensemble? J'adorerais voir ce que tu fais. » Très lentement, Manon quitta le banc et s'installa en face de Sandrine. Nicolas les regarda. Sa fille se mit à dessiner, ses petites mains agiles. Sandrine dessinait aussi, tout en discutant avec elle de choses et d'autres. Au bout d'une heure, elle demanda à Manon si elle pouvait parler seule à seule avec son papa. Manon, absorbée par son dessin, accepta. Ils s'éloignèrent de quelques pas, restant dans son champ de vision. « Monsieur Dubois, votre fille présente des signes évidents de traumatisme psychologique, » dit Sandrine à voix basse. Elle est sur la défensive, hypervigilante. Elle cherche constamment une approbation du regard avant de répondre. Ses dessins sont très parlants, thème de l'enfermement, silhouette menaçante, couleur sombre. Est-ce que ce sera suffisant? C'est un bon début, mais il me faut une visite à votre domicile, et un bilan médical complet est indispensable. Avez-vous noté d'autres changements chez elle? Il pensa à sa maigreur, à ses cernes. Elle a maigri, et elle a l'air souvent fatiguée, même au réveil. Signe possible de dénutrition et de troubles du sommeil, fréquents dans les cas de négligence. Elle prit des notes. Je vais constituer un dossier officiel. La procédure sera longue, mais nous n'abandonnerons pas votre fille. Je suis là pour ça. Ces mots. Je suis là. Ils redonnèrent un peu d'espoir à Nicolas. Il n'était plus seul. De retour à la maison, Valérie les attendait dans le salon, impeccable après son gala, un magazine de décoration à la main. Elle leva les yeux à leur entrée, son sourire éclatant et faux. « Alors, cette journée ?»« Très bien, » répondit-il, d'un ton neutre. « Parfait. »« Manon, file prendre ton bain. Tu es couverte de terre. » Valérie fit une petite moue de dégoût. « Je ne veux pas que tu salisses les fauteuils. » Manon obéit sans un mot. Il attendit d'entendre la porte de sa chambre se fermer. « Et ton événement ?» Mortellement ennuyeux. Toujours les mêmes têtes, les mêmes discours. Elle jeta le magazine. « Mais nous avons récolté une somme considérable pour les enfants défavorisés. » L'ironie est savoureuse, non? Quelle ironie? Celle de te voir te démener pour les enfants des autres alors que tu laisses entendre que je néglige la nôtre. Son ton était léger, presque badin, mais empoisonné. Tu es étrange depuis ton retour, Nicolas. Tu as quelque chose sur le cœur? Il la regarda, voyant pour la première fois la femme derrière le masque, le regard calculateur, la posture étudiée, chaque mot pesé pour un maximum d'effet. J'essaie juste d'être un meilleur père. C'est tout à ton honneur. Elle se leva, lissant sa robe. Mais fais attention, Nicolas. À trop vouloir réparer ce qui n'est pas cassé, on finit par tout briser. La menace était subtile, mais bien réelle. Nicolas sentit un frisson le parcourir. Elle passa devant lui, laissant dans son sillage un parfum entêtant, et monta à l'étage. Il resta seul dans le salon luxueux et silencieux, sachant qu'il venait de franchir le point de non-retour. La guerre était déclarée, une guerre secrète, faite de sourires et de mots à double sens. Les jours qui suivirent furent une épreuve de force silencieuse. Nicolas annula tous ses déplacements. Valérie ne dit rien, mais sa présence devint de plus en plus pesante. Toujours là, à observer, à contrôler chaque interaction entre lui et Manon. Il profita d'une de ses sorties au spa pour emmener Manon chez le pédiatre. Le docteur Pierre Martin, un homme d'un certain âge à la voix douce, l'examina longuement.
Nicolas attendait dans un coin. Puis le médecin le fit entrer dans son bureau. Son visage était grave. « Monsieur Dubois, votre fille présente un retard de croissance et de poids significatif. Elle montre aussi des signes de carence alimentaire, pâleur, cheveux ternes, ongles cassants. Est-ce qu'elle s'alimente correctement ? » « C'est ma femme qui gère ses repas, » répondit Nicolas, la gorge nouée par la culpabilité. « Je la croyais bien nourrie. J'ai aussi relevé des hématomes, ici et là. » Le médecin lui montra un schéma. Certains sont normaux pour un enfant, d'autres, de par leur localisation et leur aspect, sont plus suspects. Que voulez-vous dire ? Le docteur Martin le regarda droit dans les yeux. Je veux dire que ces observations sont préoccupantes. Je ne peux accuser personne, mais ma déontologie m'oblige à faire un signalement lorsque je suspecte un cas de négligence ou de maltraitance. Je vais tout consigner dans son dossier et transmettre un rapport aux autorités compétentes. Nicolas fut partagé entre le soulagement et la terreur. Soulagement que quelqu'un d'autre voit ce qu'il voyait. Terreur des conséquences. Merci, docteur. Faites votre devoir. Le signalement fut transmis le jour même au service de protection de l'enfance de Lyon. 2 jours plus tard, Sandrine Bernard se présenta à la maison, accompagnée d'un collègue, avec un mandat pour une visite domiciliaire. Valérie les accueillit avec un sourire désarmant. La maison était d'une propreté irréprochable. Quelle surprise! Entrez, je vous en prie. Ma porte est toujours ouverte. Nicolas, alerté par les voix, sortit de son bureau. Sandrine inspectait la maison, prenant des notes, suivie par Valérie qui commentait chaque détail avec un enthousiasme fin. La chambre de Manon était une vitrine de perfection, jouets éducatifs, vêtements de marque, bibliothèque bien garnie. Tout était trop parfait. Sandrine demanda un entretien seul avec Manon. Valérie tenta de s'y opposer, mais l'assistante sociale fut intraitable. C'est la procédure, madame. Si tout est aussi parfait que vous le dites, vous n'avez rien à craindre. Dans la chambre, Sandrine s'assit par terre avec Manon. Manon, j'ai besoin que tu m'aides. Tu as plein de belles choses. Tu es heureuse ici ? La fillette regarda la porte, puis Sandrine. Je dois dire oui, murmura-t-elle. Et si tu dis non, que se passe-t-il ? Manon ne répondit pas, mais ses yeux s'embuèrent. Sandrine la vit se replier sur elle-même, comme pour disparaître. En sortant, elle croisa le regard de Nicolas. Un regard qui en disait long. Madame Mercier, votre maison est magnifique. Nous poursuivons notre enquête et nous vous tiendrons informés. Dès qu'ils furent partis, Valérie explosa. C'est toi. C'est toi qui as fait venir ces fouineurs ? Je n'ai rien eu à faire. C'est le pédiatre qui a fait un signalement. Tu l'as emmené chez le médecin sans m'en parler ? Quel genre de mari es-tu ? Ses yeux lançaient des éclairs. Tu veux me détruire ? Ruiner ma réputation ? Je veux protéger ma fille. Ta fille va très bien. C'est toi qui délires, qui invente des problèmes. Elle s'approcha, sa voix un sifflement venimeux. Tu crois pouvoir me battre à ce jeu, Nicolas ? Tu ne sais pas qui je suis. J'ai des amis, des relations. Des juges, des journalistes. Un mot de moi, et ta réputation est finie. Tu passeras pour un fou, un père indigne qui invente des histoires pour cacher ses propres fautes. Il ne s'y a pas. Tu ne me fais plus peur, Valérie. Tu devrais. Son sourire était glacial. Parce que je vais tout te prendre. Ta fille, ta fortune, ton nom. Et quand j'en aurai fini, plus personne ne te croira. La guerre était ouvertement déclarée. Nicolas savait qu'elle irait jusqu'au bout. Mais il ne pouvait plus faire marche arrière. Cette nuit-là, il alla voir Manon. Elle était éveillée, les yeux fixés au plafond. Il s'assit près d'elle. « Tu n'arrives pas à dormir ?» Elle fit non de la tête. « Papa, qu'est-ce qui va arriver ? » Je ne sais pas encore. Mais je te promets que je te protégerai. Valérie est fâchée. Ce n'était pas une question. Oui. Mais sa colère n'est pas ta faute. Rien de tout ça n'est de ta faute. Il lui caressa les cheveux. Manon, il faut que tu sois forte encore un peu. Tu peux le faire ? Elle acquiesça,
la peur se lisant sur son visage. Tu restes? Je ne bouge pas. Je suis là. Ces mots étaient devenus un mantra. Je suis là. Et je ne te laisserai jamais. Elle lui prit la main. Il resta jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Dans son bureau, il relut les documents de Leroy. Ils avaient des éléments, mais ce n'était pas assez. Il fallait plus. Il repensa aux caméras. Valérie avait dit qu'elles étaient en panne, mais c'était peu probable. Il décida d'aller voir lui-même. La salle des serveurs au sous-sol était fermée à clé. Il utilisa son code maître. Accès refusé. Quelqu'un avait changé les codes. Un mélange de colère et de jubilation l'envahit. Si elle avait changé les codes, c'est qu'elle avait quelque chose à cacher. Il appela Lucas Dupont, son ingénieur en sécurité. « Lucas, j'ai besoin de toi demain à la première heure. » Un problème avec le système de sécurité. Pas de problème, patron. À quelle heure? 7 heures. Et Lucas, discrétion absolue. Compris. Lucas Dupont arriva à 7 heures pile. C'était un jeune prodige de la sécurité informatique. Nicolas l'emmena au sous-sol. Quelqu'un a modifié mes accès, je veux les récupérer. Donnez-moi 30 minutes. Il n'en fallut que 20. Il lui tendit une clé USB. L'intégralité des sauvegardes de la dernière année est là. Les enregistrements n'ont pas été effacés, seulement désactivés depuis l'interface. Mais le système fait une sauvegarde nocturne automatique. La personne qui a fait ça l'ignorait. Nicolas prit la clé comme un trésor. Je peux compter sur toi? Monsieur Dubois, c'est vous qui m'avez donné ma chance. Vous pouvez compter sur moi, quoi qu'il arrive. Il rangea ses outils. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Nicolas monta dans son bureau et inséra la clé USB. Des semaines d'enregistrement apparurent. Il se concentra sur la période de son dernier voyage. Ce qu'il vit le laissa sans voix. Vidéo après vidéo, il découvrit les sévices que Valérie infligeait à Manon. Les cris pour un verre d'eau renversé, les heures de punition au coin. Les repas confisqués. Les enfermements dans sa chambre, les pleurs de la petite jusqu'à l'épuisement. Le pire fut une scène datant de 2 mois. Manon avait dessiné un portrait de sa mère décédée, Caroline. Valérie l'avait trouvé, l'avait déchiré devant elle. Ta mère est morte. C'est moi ta mère, maintenant. Si je revois un seul de ces dessins, tu le regretteras amèrement. Nicolas dut arrêter la vidéo, les larmes lui brouillant la vue. Pendant qu'il parcourait le monde, sa fille vivait un enfer. Il avait été trop aveugle, trop confiant, trop absent. Il copia les vidéos les plus accablantes et les envoya à Leroy. Nous avons nos preuves. La réponse fut immédiate. Ça change la donne. Réunion d'urgence demain à 8 heures. Apportez les originaux. Il ne dormit pas de la nuit. Les images de Manon, de sa peur, de sa tristesse, tournaient en boucle dans sa tête. À l'aube, il alla dans sa chambre. Elle était blottie dans son lit, serrant son carnet. Il s'assit près d'elle. Ses yeux s'ouvrirent, effrayés. C'est moi, mon trésor. Je voulais juste te voir. Elle se redressa. J'ai fait un cauchemar. Raconte-moi. Elle hésita. J'ai rêvé que tu partais et que tu ne revenais jamais. Et j'étais seul avec elle. Son cœur se serra. Manon, regarde-moi. Je ne partirai pas. Et tu ne seras plus jamais seul avec quelqu'un qui te fait du mal. C'est une promesse. Comment tu peux promettre ça? C'était une question terrible pour une enfant de 7 ans. Parce que maintenant, j'ai la preuve de tout ce qui s'est passé. Et on va faire en sorte que tu sois en sécurité. Ses yeux s'écarquillèrent, entre espoir et terreur. Elle va être très en colère. Sans doute. Mais elle ne pourra plus te faire de mal. Pour la première fois, il vit une lueur de soulagement sur son visage. C'était fragile, mais c'était là. Je suis là, dit-il en lui prenant la main. Et cette fois, je ne te décevrai pas. La réunion avec Leroy fut brève et intense. L'avocat visionna les enregistrements, son visage se durcissant. C'est accablant.
Nous demandons une ordonnance d'éloignement en urgence dès aujourd'hui. Madame Mercier devra quitter le domicile et n'aura plus aucun contact avec votre fille jusqu'au jugement. Combien de temps ça peut prendre? Avec ces vidéos, le juge peut statuer en quelques heures. Le roi se mit au travail. Mais soyez prêt, monsieur Dubois. Votre femme va riposter violemment. Je suis prêt. Il ne l'était pas. Personne n'aurait pu l'être. L'ordonnance fut accordée dans l'après-midi. 2 policiers se présentèrent à 18 h, avec Sandrine Bernard. Valérie était dans le jardin. Sa réaction fut terrifiante. Le masque tomba, révélant une fureur glaciale. « C'est une blague? Vous savez qui je suis? Madame Mercier, voici une ordonnance du juge vous enjoignant de quitter les lieux immédiatement et de vous tenir à 100 mètres de la mineure Manon Dubois. » C'est Nicolas. Elle se tourna vers lui, qui se tenait dans l'encadrement de la porte, Manon à demi cachée derrière lui. « Tu me mets à la porte de chez moi. »« C'est chez moi, » répondit-il froidement. « Et je n'aurais jamais dû t'y laisser entrer. » Ses yeux se plissèrent. « Tu le regretteras, Nicolas Dubois. Je te le jure. Tu supplieras de ne m'avoir jamais rencontré. C'est déjà le cas. » Pendant qu'elle faisait ses valises sous surveillance, Sandrine s'accroupit près de Manon. « Ça va, ma puce ?» Elle hocha la tête, observant Valérie. « Elle part pour de vrai? » « Oui. »« Elle ne reviendra pas? » « Et si elle trouve un moyen ?» Sandrine lui prit les mains. « Ton papa, et moi, et beaucoup d'autres gens, nous sommes là pour te protéger. Je suis là. » Valérie sortit avec 2 valises. Avant de monter en voiture, elle se retourna. Son regard croisa celui de Manon, qui frissonna. « Ce n'est pas fini, » lança-t-elle, sa voix un murmure menaçant. « Ça ne fait que commencer. » Puis elle disparut. La maison sembla respirer. Nicolas ferma la porte, le poids des événements l'écrasant. Manon était là, fixant le vide. « C'est fini, » lui dit-il. « Tu es en sécurité. » Elle secoua la tête. Elle a dit que ce n'était pas fini. Elle avait raison. La tempête qui suivit faillit tout emporter. Le lendemain, ce fut une déferlante médiatique. Valérie avait mobilisé son réseau. Nicolas Dubois devint le monstre, le mari tyrannique. Les articles la peignaient en victime, en mère dévouée et trahie. Des photos d'elle dans des œuvres de charité inondaient la presse. Les titres étaient assassins. Magnat de la tech détruit son épouse philanthrope. Abus de pouvoir en Provence. Nicolas Dubois. Père protecteur ou époux revanchard. Le roi l'avait prévenu, mais la réalité dépassait l'imagination. Les appels affluaient. Journalistes, partenaires, amis. Son entreprise était menacée. Valérie déposa une contre-plainte pour diffamation, inventant une liaison, produisant de faux témoignages. Le mensonge était puissant. Le roi lui conseilla de ne rien dire. La vérité se fera au tribunal. En attendant, tenez bon, protégez votre fille. Il la protégea des nouvelles, des réseaux sociaux, des paparazzis qui campaient devant la maison. Un jour, Manon lui demanda, « Papa, pourquoi ils disent des choses méchantes sur toi à la télé ?» Il éteignit le poste. Parce que parfois, la vérité dérange. Alors les gens essaient de faire passer celui qui l'a dit pour un méchant. Mais tu n'es pas un méchant. Non. Et tout le monde finira par le savoir. Elle le regarda avec ses yeux trop lucides. Et s'ils ne le savent pas? Alors on continuera à leur dire, jusqu'à ce qu'ils entendent. Pendant ce temps, le roi avançait. Il déposa les vidéos, les rapports, les témoignages. Lucas Dupont expliqua la tentative de dissimulation. Le docteur Martin confirma ses diagnostics. Le témoignage clé vint de Marie Lefebvre, l'ancienne employée de maison. Elle avait été licenciée et menacée par Valérie. En lisant la presse, elle avait décidé de parler. Elle se présenta chez le roi avec un journal intime où elle avait tout consigné. « Je savais que quelque chose clochait, » dit-elle en larmes. « Mais j'avais peur. J'ai une famille. Madame Mercier m'a menacé. Mais en voyant la photo de cette petite, j'ai su que je devais le faire. » Son journal était une pièce accablante,
corroborant les vidéos. Valérie contre-attaqua. Elle fit venir des experts pour discréditer les vidéos. Des psychologues qui, sans jamais avoir vu Manon, parlèrent de syndrome d'aliénation parentale. La presse était partagée. Jusqu'à ce qu'un journaliste d'investigation, Marc Moreau, s'en mêle. Il avait reçu une information anonyme. Il découvrit que Valérie Mercier n'était pas celle qu'elle prétendait. Son premier mari était mort dans des circonstances troubles, l'enquête avait été étouffée. Il retrouva d'autres personnes ayant été sous sa garde, qui racontèrent des histoires similaires de manipulation et d'abus psychologiques. Son article, Le masque de la philanthrope, démasquant Valérie Mercier, fit l'effet d'une bombe. L'opinion publique bascula. Valérie essaya de discréditer les témoins. Elle fit harceler Marie, qui reçut des menaces. Le roi porta plainte pour intimidation de témoins. Nicolas aussi fut menacé, mais il avait les moyens de se protéger. Ce qui l'inquiétait, c'était Manon. Des cadeaux anonymes commencèrent à apparaître. Un ours en peluche, des dessins. Des violations de l'ordonnance d'éloignement, mais impossible à lui attribuer directement. La tension était à son comble. Manon faisait des cauchemars, sursautait au moindre bruit. Sandrine Bernard venait souvent. Elle fit appel à une psychologue pour enfants, Chloé Vidal, pour aider Manon. Chloé était douce, chaleureuse. Elle utilisa l'art-thérapie. Lentement, Manon commença à s'exprimer. « Votre fille est d'une force incroyable », dit Chloé à Nicolas. Mais le traumatisme est profond. Il faudra du temps, des années. Le plus important, c'est qu'elle se sente en sécurité. Et si je perds ? Lâcha-t-il. Si Valérie réussit à convaincre le juge ? Alors on continuera à se battre. Mais ayez confiance, monsieur Dubois. Vous avez les preuves, les témoignages, la vérité. Et l'amour de votre fille. C'est votre plus grande force. Ces mots le réconfortèrent, mais la peur restait. L'audience fut fixée 3 semaines plus tard. Les plus longues de sa vie. Il y eut des moments de lumière. Un jour, Manon lui montra un dessin. Une maison, aux fenêtres illuminées. Devant, 2 silhouettes se tenant la main. « C'est nous ?» demanda-t-il, la gorge serrée. Elle hocha la tête. « C'est nous, quand ce sera fini. » Il la serra contre lui. « Ce sera bientôt fini, mon amour. Et on ira bien. » Promis. La veille de l'audience, il ne dormit pas. Il alla voir Manon. Elle était réveillée. « J'ai peur pour demain, dit-elle. » Il s'assit près d'elle. « Moi aussi. » Vraiment ? Oui. Mais avoir peur, c'est normal. Ça veut dire qu'on y tient. Et on va affronter ça, ensemble. Il la prit dans ses bras. Quoi qu'il arrive, je veux que tu saches que tu es tout pour moi. Plus que mon travail, mon argent, ma réputation. Rien de tout ça ne compte sans toi. Je t'aime, papa. Moi aussi, ma chérie. Plus que tout au monde. Il la berça jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Cet enfant était sa raison de se battre. Il ne la laisserait pas tomber. Je suis là, pensa-t-il. Je serai toujours là. Le tribunal de grande instance de Lyon était un bâtiment intimidant. Nicolas arriva avec le roi. Valérie arriva ensuite, entourée de ses avocats. Elle lui adressa un sourire glacial. La salle était comble. Le juge, Jean Lambert, un homme réputé pour sa rigueur, entra. Les témoignages en faveur de Valérie commencèrent. Amis, membres d'associations, tous louèrent sa générosité, son amour pour Manon. Un psychologue parla d'aliénation parentale. Valérie, à la barre, joua la victime éplorée. Sa performance était magistrale. Puis ce fut au tour de le roi. Il projeta les vidéos. Un silence de mort s'abattit sur la salle. Les images étaient insoutenables. Quand les lumières se rallumèrent, Valérie était livide. Le juge, impassible, mais son regard s'était durci. Marie Lefebvre témoigna, la voix tremblante mais ferme. Elle lut des passages de son journal. Le docteur Martin exposa ses conclusions médicales. Chloé Vidal décrivit le traumatisme de Manon.
Sandrine Bernard présenta son rapport. L'étau se resserrait. Marc Moreau fut appelé. Il exposa son enquête sur le passé trouble de Valérie. L'avocat de Valérie objecta. Objection rejetée, trancha le juge. Tandis que Moreau parlait, Nicolas vit la façade de Valérie se fissurer. Puis ce fut au tour de Manon d'être entendue par le juge, en privé, avec Chloé. L'attente fut une torture pour Nicolas. Enfin, la porte s'ouvrit. Manon courut se jeter dans ses bras. « Je l'ai fait, papa » murmura-t-elle. « Je lui ai tout dit. » Le juge revint. Il prit la parole. « J'ai entendu toutes les parties. J'ai examiné toutes les preuves. J'ai parlé avec l'enfant. » Il marqua une pause. « Il est de mon devoir de protéger le bien-être de l'enfant. Et il est indubitable, au vu des preuves, que la mineure Manon Dubois a été victime d'abus émotionnels, de négligence et de mauvais traitements psychologiques de la part de la défenderesse, Valérie Mercier. » Valérie se leva. « C'est ridicule. »« Asseyez-vous, Madame Mercier, » ordonna le juge d'une voix d'acier. « Les vidéos sont authentiques et corroborées par de multiples témoignages. » Elle se rassit, tremblante de rage. « En conséquence, j'ordonne la garde exclusive et définitive de la mineure Manon Dubois à son père, Nicolas Dubois. L'ordonnance d'éloignement est maintenue indéfiniment. De plus, je saisis le procureur de la République pour d'éventuelles poursuites pénales pour maltraitance et intimidation de témoins. » Le marteau tomba. C'était fini. Il avait gagné. Sa fille était protégée. Valérie, de l'autre côté, le fusilla du regard. Une promesse de vengeance. Mais ça n'avait plus d'importance. Dehors, face aux journalistes, il déclara « Aujourd'hui, justice a été faite. Mon histoire doit servir de leçon, il faut croire les enfants. Il faut agir, même quand c'est difficile. » L'article de Marc Moreau, derrière le masque, « Comment un père a lutté contre le système pour sauver sa fille ?» devint viral. Valérie Mercier dut faire face à la justice. Son image fut détruite. La vie reprit son cours dans la maison de Provence. La lumière et les rires remplacèrent la peur et les secrets. Nicolas tint sa promesse. Il fut présent. Il passa du temps avec Manon. La guérison de la fillette fut lente, mais réelle. Ses cauchemars s'espacèrent. Elle reprit du poids. Ses dessins devinrent colorés, joyeux. Un jour, des mois plus tard, elle lui montra un dessin. Une petite fille avec des ailes de papillon. « C'est moi, dit-elle en souriant. Quand je suis avec toi, j'ai l'impression de voler. » Il la serra dans ses bras, reconnaissant d'avoir eu une seconde chance. Il avait échoué, mais il avait appris. Le carnet au dessin sombre fut rangé, non pour oublier, mais pour se souvenir du chemin parcouru. La maison de campagne redevint un foyer. Un lieu de rire, de rêve, de sécurité. Au cœur de ce foyer, un père qui avait compris que la vraie richesse n'est pas l'argent, mais le temps passé avec ceux qu'on aime. Chaque soir, en la couchant, il répétait son mantra « Je suis là ». Et maintenant, enfin, Manon le croyait. L'affaire Dubois-Mercier fit jurisprudence. Mais pour Nicolas et Manon, c'était l'histoire de leur survie, de leur reconstruction. Dans la campagne provençale, un père et sa fille entamaient un nouveau chapitre. Pas une fin de conte de fées, mais un nouveau départ, plein d'espoir et de promesses. La justice avait été rendue, dans un tribunal, mais surtout dans le cœur d'une enfant qui pouvait enfin respirer, dessiner, et croire qu'elle méritait d'être aimée. Et dans le cœur d'un homme qui avait appris que la plus grande réussite est d'être simplement, et totalement, présent. Si cette histoire vous a touché, posez-vous ces questions. Combien de fois jugeons-nous sur les apparences ? Comment protéger nos enfants ? Quels signes d'abus nous échappent, cachés derrière des façades de perfection ? L'histoire de Nicolas et Manon nous le rappelle, la vigilance et le courage peuvent sauver une vie. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Ensemble, brisons le silence.